Hello, bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. On est ravis de vous retrouver avec mon invité ce soir, Pierre Moniz Barreto, et je suis ravie de t'accueillir ce soir. Comment vas-tu? Mais je vais très bien et je suis ravi d'être avec toi et avec vous toutes et vous tous. Sacrée Vibra conférence en perspective parce que un thème euh, qui m'intrigue, une personnalité qui m'intrigue aussi. On a eu l'occasion bien sûr de discuter un peu ensemble en off, mais aujourd'hui et ce soir, ce sera l'occasion d'en parler avec toute la communauté, avec tous les internautes, et surtout de rentrer encore plus peut-être sur certains détails, parce que ton parcours est riche, parce que ce que tu as à nous partager ce soir est important, intéressant, et je pense qu'il était utile de t'inviter à ce titre-là pour qu'un maximum de personnes puissent te découvrir, te redécouvrir et échanger avec toi dans le cadre aussi de questions qui seront posées dans une deuxième partie de conférence. Mais en tout cas, merci pour votre invitation. C'est super, je suis ravi d'être là. C'est clair. Eh ben, c'est génial. Super. Alors, juste pour qu'on s'assure de l'aspect technique, Pierre, je voudrais juste m'assurer que tout le monde nous entende bien, nous voit bien. Donc pour ça, je voudrais juste que vous nous fassiez part d'un petit message, un petit OK, on vous entend bien, tout est OK. Bonjour. Ceux qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez nous envoyer des likes, des cœurs, tout ça. On est friands. Ça nous permet tout simplement aussi de nous dire que vous êtes bien avec nous et que tout est OK au niveau technique. Bien évidemment, cette vidéo-conférence est disponible aussi en replay. Donc, je salue également toutes les personnes qui sont là en replay. Vous êtes là au bon endroit et au bon moment, quoi qu'il arrive. Merci, merci, merci Joël qui nous dit 20-20. OK, voilà, tu vois, regarde, on peut afficher aussi les commentaires et les questions qui seront posées aussi dans une deuxième partie de conférence parce que Pierre, là, j'aimerais vraiment que tu prennes la parole. Parfait, merci Cécile. Par rapport à cette présentation-là, parce que ton parcours, je disais tout à l'heure, est bien riche, ce qui t'amène aujourd'hui à parler d'intelligence spirituelle. Des personnes t'ont déjà peut-être connu dans d'autres cadres, à d'autres moments. Tu es aussi écrivain, donc tu as certainement lu aussi. Mais c'est toujours intéressant d'entendre parler nos intervenants. Donc, prends ton espace, je t'en prie. Merci Sana. T'en prie. Quoi dire, oui, c'est vrai que j'ai un parcours. Alors, je dis tout de suite, j'ai 54 ans, je le dis parce que je ne les fais pas. Donc, quand je dis que j'ai 54 ans, on me donne généralement 10-15 ans de moins. Donc, je le dis à l'avance parce que ça explique que le parcours peut être assez riche, Eh oui, dense. tout à fait. Généralement, quand je dis mon parcours et que j'ai pas dit mon âge avant, on me dit mais c'est pas possible, comment tu as fait pour Plusieurs vivre vies. tout ça, t'as quel âge? Donc voilà. Non, mais j'ai démarré de manière très classique. D'abord, je tiens à dire que je suis franco-portugais, de mère française, de père portugais. J'ai vécu, étudié et travaillé principalement en France, mais enfin j'ai aussi vécu et travaillé au Portugal. Oui. Je suis bilingue et j'ai aussi vécu de nombreuses années, 12 ans à Bruxelles. Et j'ai beaucoup voyagé, étudié à l'étranger, travaillé à l'étranger, aux États-Unis, au Maroc, en Espagne, en Italie, voilà. Donc je me sens profondément européen et je me sens profondément citoyen du monde, ce qui est une valeur fondamentale et centrale dans la culture portugaise. Okay. Et normalement, dans toute culture spirituelle qui se respecte. On est d'accord. Et je me sens aussi profondément, même je dirais plus que citoyen du monde, précisément pour des raisons spirituelles, je me sens citoyen de l'univers, du cosmos, dans toutes ses dimensions visibles et invisibles. Voilà. Ça, c'est pas la première chose. Ensuite, j'ai fait des études qui m'ont amené à démarrer tranquillement, classiquement, avec des études supérieures commerciales dans une école de commerce à Paris. J'ai fait une spécialisation en marketing stratégique et en communication. Donc, j'ai commencé à exercer dans ce domaine-là, principalement dans des grandes entreprises, donc Thomson, le Club Med,
AkzoNobel, qui est une grande entreprise euh, suédoise et hollandaise dans le domaine de la pétrochimie. Donc, attendez, j'ai fait plusieurs secteurs d'activité pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Ça m'amène en 1997, qui est une année charnière. J'ai eu quelques années charnières dans mon parcours. Et en 97, il se passe 2 choses importantes. C'est que d'une part, j'ai un accident de voiture dont je sors miraculeusement indemne. Ça, c'est en début d'année. Et quand je dis miraculeusement, c'est vraiment, hein, c'est-à-dire que, en plus, je roulais dans une, je ne vais pas citer de marque, je ne vais pas faire de pub, mais enfin, je roulais dans une bonne bagnole bien solide allemande, voilà. Et après l'accident, donc un bus m'a percuté de plein fouet à minuit. Je rentrais très fatigué d'une très longue journée de travail et j'avais des semaines et des mois de travail assez intenses derrière moi. Et un bus m'a percuté de plein fouet par la gauche, donc côté conducteur, et m'a traîné sur, je ne sais pas, 18 mètres, je crois. Et à la fin, mon moteur avant, mon bloc moteur, ressemblait vraiment, hein, à vous savez, une sculpture de César, là, oui, tout le plié. Voilà. Mon Dieu. Et je suis sorti de là, alors j'ai perdu connaissance, on m'a désincarcéré à la disqueuse, etc., les pompiers, tout l'hôpital, tout le tralala, mais je suis ressorti de là sans une égratignure, sans un bleu et sans même une commotion cérébrale. Waouh! Donc ça m'a un peu interrogé, je me suis dit, wow, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Alors que bon, le bus a tranché dans la voiture au ras de mes pieds, donc j'aurais pu vraiment y passer, ou en tout cas finir en fauteuil roulant, ça c'est assez clair. Et puis quelques mois plus tard, je travaillais dans une entreprise où on ouvrait des magasins de décoration d'intérieur avec des associés financeurs lillois. Quelques mois plus tard, un de ces associés financeurs lillois est arrivé et a dit terminé, on coupe le robinet, on arrête toutes les activités, on se retire de Belgique, on investit au Vietnam. Du jour au lendemain, sans prévenir. Hein. On était à fond, on travaillait comme des dingues, voilà. Et donc, ces 2 événements conjugués, en quelques mois de distance, ont résonné pour moi comme une espèce de signal qui me disait de faire une pause, de m'interroger sur ce que j'étais en train de faire, sur ce que j'étais en train de vivre, sur mon niveau d'implication. Et donc, j'ai décidé de prendre 1 mois de retraite spirituelle. Donc, j'ai passé tout le mois d'août de l'année 97 en retraite spirituelle. J'ai fait 4 lieux, 4 semaines, 1 lieu par semaine. J'ai fini dans la région de Bruxelles et puis après dans les Ardennes. Et au terme de ce mois de retraite, qui a été assez dense, je ne rentre pas dans les détails, j'ai pris la décision, parce que ça m'est apparu assez clairement dans le processus de discernement dans lequel je suis entré pendant ce mois, j'ai pris la décision d'entamer des études de théologie. Eh oui. On me voit là? Non, c'est ça se floute un petit peu. Voilà, là, on ne te voit plus. Bon. Ça va revenir. On revoit. Voilà. J'ai une caméra qu'il faut que je change. Hein. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de le faire avant. Bon. Donc, des études de théologie. Okay. Je ne savais pas que ça allait m'embarquer pour 10 ans. Moi, j'ai commencé par un cycle court à Bruxelles. J'en ai parlé à un ami qui était prêtre, un jeune prêtre qui officiait à la paroisse de Waterloo, à côté de Bruxelles. Et je lui ai dit, voilà, j'ai pris cette décision-là, est-ce que ça te parle, est-ce que ça résonne? Et il m'a dit, mais écoute, c'est dingue, parce que la semaine dernière, on m'a parlé d'une fondation qui vient de se créer et qui délivre des bourses pour des gens comme toi et comme toi, pas comme moi justement, pas pour les prêtres ou les religieux, etc., pour les laïcs qui veulent entamer des études de théologie. Alors, j'ai dit, bon, bah, ok, bah, donc très bien. Donc, je suis allé rencontrer dans la foulée les gens de la fondation qui venaient tout juste d'être créés et ils m'ont dit, bah, super, on vous prend. Alors, ce sera un peu cobaye. On est en train de créer le cursus de théologie exprès pour nos boursiers en lien avec les facultés, c'était les facultés jésuites de Bruxelles.
Et donc, je suis rentré là-dedans. Alors, je ne savais pas que ça allait m'amener à 10 ans d'études. Je ne savais pas non plus qu'une fois que j'aurais fait 3 ans en théologie, j'en rajouterais en philosophie. Donc, je me suis retrouvé au terme de tout ça en 2007 à Paris avec un double diplôme en théologie et en philosophie et un diplôme d'études complémentaires, une spécialisation en théologie appliquée, en théologie pratique. Voilà. Je suis parti dans cette aventure un peu comme on dit que Abraham s'est lancé dans le désert, c'est-à-dire sans savoir où il allait. Je dis ça parce qu'on passe beaucoup de temps dans nos existences à faire des plans, à essayer de savoir, à dessiner des perspectives, etc. Et là, pour une fois, pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment lancé dans le vide. C'est-à-dire uniquement sur la base de l'intuition profonde, du discernement que j'avais vécu pendant ce mois de retraite spirituelle. C'était une grosse coupure par rapport à mon parcours, qui était professionnel, lambda, tu vois. Bon, voilà. Marketing. Grosse coupure. Alors, plein de gens autour de moi n'ont pas bien compris, bon, peu importe. Ça a été super, parce que pendant 10 ans, à travers ces études, j'ai pu mettre des mots, des concepts, j'ai pu réfléchir à la dimension spirituelle qui m'habitait depuis l'âge de 15 ans, puisque à l'âge de 15 ans, j'ai fait une expérience spirituelle fondatrice, très forte, qui m'a retourné comme une crêpe, mais qui, comme toutes les expériences spirituelles, demande à être un peu nuancée, saisie, enfin comprise, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'est arrivé, etc. Je reviendrai après sur l'expérience fondatrice, parce que effectivement, elle était très forte, mais elle posait aussi plein de questions. Donc, pour répondre à ces questions, j'ai fait ces études de théologie et de philosophie, et c'était super, je me suis régalé. J'ai appris énormément de choses. J'ai vécu plein d'expériences. En parallèle, je travaillais, je tiens à le préciser, parce que la tête bien connectée vers le ciel, mais les pieds bien enracinés dans la terre. Au début de mes études, quand j'étais à 100% étudiant, j'ai découvert que les rabbins des écoles juives libérales en Israël étaient formés sur ce modèle-là, c'est-à-dire études à mi-temps, travail à mi-temps. Ça m'a frappé l'esprit, je me suis dit, mais oui, c'est juste. Je n'avais pas envie de décoller dans un truc hors sol, trop intellectuel, et de perdre la réalité de la vie, quoi, les contraintes, etc. Donc c'était un très bon équilibre. Les circonstances de la vie, mon intention profonde, mes prières, un certain nombre de rencontres m'ont amené à faire des jobs qui entraient en plus en résonance avec ces études-là, puisque j'ai quitté le monde des grandes entreprises et je me suis retrouvé dans le monde des petites entreprises, dans l'activité du secteur culturel, religieux et spirituel. Donc j'ai travaillé comme responsable marketing dans une maison d'édition protestante. J'ai été secrétaire général d'un groupement d'une 60aine de librairies catholiques. J'ai été délégué général du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui est œcuménique, catholique, protestant et orthodoxe en France, pendant plusieurs années. Et donc, j'étais comme ça, en résonance entre mon boulot, ce que je vivais, et puis mes études. Et puis, en fait, il y avait plein de passerelles tout le temps. C'était vraiment une période assez incroyable, mais très dure, très intense. J'ai vraiment sacrifié quasiment toutes mes vacances à ça. De nombreuses soirées et de très nombreux week-ends. Voilà. Donc c'était une période de vraiment, fallait avoir la passion, parce que pendant des années, vivre à ce rythme-là, et en plus en gagnant pas très bien sa vie, puisque à mi-temps, donc voilà, c'était quand même une aventure assez exigeante. J'imagine. Mais j'étais porté, donc ça se passait bien. Une autre année charnière, ensuite, ça a été l'année 2011, puisque petit à petit, je me dirige vers 2011. Et en 2011, je me fais licencier assez brutalement. Je me retrouve un peu sur le carreau. J'ai pris une grosse claque parce que c'était assez brutal. Et
quelque part un peu injuste, et c'était mal fait. C'est arrivé d'un coup, comme ça. C'était totalement en total contraste avec ce que je vivais. J'ai demandé ma future femme en mariage. En mariage. Voilà. Et j'ai décidé d'écrire un livre, un truc qui me taraudait depuis des années. Voilà. Et puis j'ai décidé de franchir le pas. Et j'ai décidé, aussi un peu grâce à ma femme, qui est une serial entrepreneuse depuis longtemps et qui m'a poussé à quitter le monde du salariat et à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc je me suis lancé dans une aventure entrepreneuriale qui a consisté à rassembler des mécènes pour transformer une abbaye en centre culturel et spirituel. C'est l'abbaye de Bassac, en Charente, près de Jarnac, dans la région de Cognac. Et ça a duré 8 ans. C'était une aventure complètement dingue, extrêmement complexe. Je n'avais pas imaginé le quart de la moitié de la complexité qui m'attendait quand je me suis lancé là-dedans. Là aussi, je jonglais entre les dimensions culturelles et spirituelles et les dimensions architecturales et financières en permanence. C'était un peu fou. Mais voilà, ça a été une autre année charnière, c'est 2011. Bon. C'est étonnant, dans certains parcours, dans le mien en tout cas, il y a vraiment des moments comme ça où il y a une espèce de goulot d'étranglement et tout arrive en même temps et ça bascule, ça mute. Bon. C'est des moments importants parce qu'il faut vraiment être à l'écoute. Et on peut être en résistance. Voilà. Et puis, cette aventure avec cette abbaye a pris fin en 2019 à cause de la grande histoire, c'est-à-dire l'incendie de Notre-Dame de Paris a arrêté le projet parce qu'on était en pleine levée de fonds. Et on avait des bons contacts, on avait bien démarré le boulot, on avait réuni 150 personnes à Paris dans une soirée un peu VIP. Il y avait des intentions de dons assez importantes. Et puis là-dessus, l'incendie de Notre-Dame de Paris arrive. Et donc, tous les dons que les grands mécènes nous avaient promis se sont subitement dirigés vers Notre-Dame de Paris. Et on s'est retrouvés à sec pour l'abbaye de Bassac. Et donc, je suis sorti du projet parce qu'il n'y avait pas l'assise financière pour continuer. Et donc, je me suis dit, bon, alors là, je me fais rattraper par la grande histoire, après 8 ans d'efforts, qu'est-ce que ça veut dire? Et le même genre d'interrogation que, par exemple, en 97, quand après les 2 incidents dont j'ai parlé, je me pose et je dis, OK, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est une posture qui consiste à accueillir les événements, même s'ils sont durs, même s'ils bousculent et ils changent le paysage et tout, et qu'on peut vraiment se poser des questions et qu'on peut le ressentir assez difficilement. Pour autant, c'est vraiment, je crois que c'est un exercice absolument fondamental, et c'est un exercice à la fois très réaliste et très spirituel, qui consiste à se poser et à se dire quel est le sens profond de ça. Comment je dois accueillir ces événements comme si c'était des événements qui m'étaient envoyés avec un sens, peut-être même un sens caché. Et donc, à nouveau, un processus de discernement. C'est pour ça qu'on va aborder la question du discernement spirituel dans un des futurs ateliers, parce que c'est extrêmement important. Et donc, au terme d'un processus de discernement, je me suis dit, OK, je franchis le pas, j'assume que la dimension spirituelle dans ma vie, elle est extrêmement importante, et j'en fais une activité professionnelle à part entière. Et c'est là où j'ai découvert l'intelligence spirituelle, en cherchant autre chose. Bon. Je suis tombé sur l'intelligence spirituelle, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça existait dans les pays anglo-saxons, donc j'ai découvert ça en anglais. J'ai découvert que c'était né à Oxford, en contexte universitaire, avec une universitaire anglo-slovène qui s'appelle Dana Zohar, qui est la pionnière du truc, qui a d'ailleurs publié un livre paru en 2000, Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence, livre toujours non traduit en français à ce jour, 23 ans plus tard. Bon. C'est du travail, il y a du job encore. Il y a tout à faire. Bon. Je découvre cette notion d'intelligence spirituelle que j'expliquerai après, et puis je flash.
je me dis, mais oui, ça c'est un truc qui me correspond vraiment pleinement. C'était comme si ça résumait beaucoup de choses que j'avais faites, que j'avais expérimentées, que j'avais cherchées pendant tout mon parcours précédent. Il y a aussi des moments comme ça dans la vie où les choses semblent alors c'est assez rare, mais quand ça arrive, c'est important, semblent se cristalliser d'un coup. Comme si tout converge d'un coup, tout s'emboîte. Voilà. Et donc, je me relance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale en créant l'Académie des intelligences humaines, qui existe toujours, et en concevant un stage de formation en intelligence spirituelle en langue française. Donc, le premier en langue française, ça n'existait qu'en langue anglaise. Moi, je suis allé me former auprès d'un institut américain qui délivrait une formation en anglais et adapté à la culture et à la mentalité française. J'ai lancé l'Académie des intelligences humaines fin 2019 et comme chacune le sait, très peu de temps après, le Covid est arrivé et je me suis dit waouh, ok, Notre-Dame de Paris, le Covid, donc j'avais rendez-vous avec la grande histoire plusieurs fois et je ne me suis pas démonté parce que j'étais absolument sûr. Il y avait une espèce de conviction profonde et je me sentais très, très aligné. Et j'avais une espèce de conviction profonde qui venait de loin, qui était passée par le tamis de plusieurs processus de discernement spirituel. Il y avait des synchronicités, des signes qui m'avaient parlé. J'étais vraiment sûr de mon fait. Et j'ai bien fait de ne pas me laisser démonter comme ça par le Covid-19, qui a pourtant été violent à bien des égards, et notamment l'impossibilité de se rassembler physiquement pendant plusieurs fois, alors que j'avais conçu des stages en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Eh ben, le premier stage a quand même eu lieu en présentiel. On est passé entre les gouttes au second semestre 2020. Génial, bien. Voilà. On a réussi à trouver 6 jours, c'est 6 journées distinctes dans 6 mois. Voilà, on a réussi à jouer les 6 jours et tout passer entre les interdictions, les machins, les confinements et tout. Et ça s'est extrêmement bien passé et les remontées ont été excellentes. Donc, je me suis senti conforté là-dedans. Donc, j'ai continué. Là, je suis en train de préparer un 4e stage qui devrait démarrer en fin d'année, novembre-décembre. Il y a pour l'instant, il y a 3-4 participants. Il reste 2 places disponibles, soit dit en passant. Et, mais je suis fort du stage numéro 2 et du stage numéro 3 qui sont également très très bien passés. On a introduit des petites variantes, un week-end résidentiel, etc. Et puis, je me lance dans une nouvelle aventure qui va bientôt voir le jour, qui est la création d'une maison d'édition qui est dédiée au thème. La ligne éditoriale, c'est spiritualité et société. Le nom de la maison, c'est Les Ouvreurs de Monde, au pluriel, mondes au pluriel. Et la ligne éditoriale, c'est spiritualité et société. Autrement dit, comment les sujets de société peuvent éclairer les questions de société, comment les sujets de spiritualité peuvent éclairer les questions de société. Voilà. Parce que je trouve qu'on fait face à beaucoup de questions de société, ça bouge beaucoup, c'est rapide, il y a des vraies grosses évolutions, c'est assez complexe, ça vient souvent nous questionner, nous bousculer, nous poser question. Et je pense que dans un tel contexte, la spiritualité devient un éclairage crucial, vraiment fondamental, pour comprendre le fond de ce qui est en train de se passer. Voilà, je pense que sinon, on passe à côté de quelque chose d'essentiel. Bon. Voilà. Donc, première parution, rendez-vous en mars 2024. Voilà. Yes. À vos agendas, les amis. Je reviens sur l'expérience fondatrice en 1984. J'avais 15 ans. Il faut en dire un mot parce que tout ce qui s'est passé ensuite s'enracine là. Très bien. Et quand ça m'est arrivé, j'ai compris que ça allait changer ma vie. Bon, je ne savais pas comment, bien entendu, mais j'ai compris que ça allait tout changer. Alors, mon père, à l'époque, dirigeait une entreprise qui était une usine de plasturgie, c'est-à-dire transformation et coloration de matières plastiques. Et il a commencé à être confronté à des phénomènes très étranges, en vérité paranormaux, dans l'usine. Donc,
c'est un cas assez particulier. Ça fait des années que je cherche, que je me documente, j'ai lu, j'ai des bibliothèques chez moi, je suis entouré, vous ne voyez pas, mais je suis entouré de livres là. Ah, on n'en doute pas. Sur les 3 murs, il n'y a que ce mur-là qui est libre, les 3 autres sont pleins. Donc je me documente beaucoup sur des tas de trucs et je n'ai pas trouvé de littérature, comme on dit, sur des phénomènes paranormaux comme ça, et surtout aussi marquants, en contexte industriel. C'est assez particulier. Bon, quand il arrive des trucs inexplicables, très frappants dans une usine, on est amené à se poser des questions. Mon père s'est posé des questions. Évidemment, mes parents en parlaient régulièrement. Ça commençait à sentir le roussi. Un jour, ma grand-mère maternelle appelle et dit « Je crois que je connais quelqu'un qui est susceptible de vous aider. C'est un prêtre. Qui est dans le Pas-de-Calais, ma mère, ma grand-mère, toute ma famille maternelle sont du Pas-de-Calais. Il fait des miracles, c'est ce qu'elle dit. Hein. Il fait des miracles. Vous devriez venir le rencontrer. Il veut peut-être pouvoir faire quelque chose pour vous. Bon, alors, n'ayant rien à perdre, mon père qui n'était pas un grand spirituel pourtant à l'époque, hein, voire pas du tout, hein. Ma mère, une catholique de base, un peu comme moi, j'étais en rupture de banc, moi je commençais mon adolescence, j'avais fait mes premières booms, mon premier baiser avec une fille, je démarrais complètement quelque chose de nouveau, je voyais plus de sens à continuer d'aller avec ma mère tous les dimanches à la messe, ça devenait de plus en plus plat pour moi. Et donc j'étais sur le point d'annoncer à ma mère que j'allais plus l'accompagner à la messe, et donc ça me faisait un peu hésiter, parce que je me disais, la pauvre, comment elle va le prendre, lorsque ce truc-là arrive. Bon, je lui dis, allons-y, allons voir le prêtre, j'accompagne mes parents. On se retrouve à Lens, on voit le prêtre, mon père lui raconte son histoire, le prêtre dit, ok, très bien, on va faire un truc assez inhabituel pour vous, on va prier pour vous et on va faire, vous ne n'ayez pas peur, on va faire une prière avec imposition des mains. Alors à l'époque, en 84, c'était un peu inhabituel. Aujourd'hui, on s'est un peu habitué, on sait, les évangéliques, les baptistes font beaucoup ça, notamment dans le continent nord-américain. Bon, mais alors à l'époque, c'était pas voilà. Donc une prière avec imposition des mains, on appelle le Saint-Esprit, on appelle l'Esprit de Dieu pour qu'il vienne sur vous et qu'il vienne vous consoler, vous visiter, etc. Bon, ok. Et pendant cette prière, je suis parti. Instantanément, c'est-à-dire en un millième de seconde, je me suis retrouvé, on était dans une salle paroissiale, je me suis retrouvé hors de mon corps, dans une autre dimension, une dimension spirituelle, dans un monde spirituel. J'avais encore conscience parfaitement d'être moi-même. J'avais presque conscience d'une forme d'intégrité corporelle, tout en sachant que je n'avais plus de corps. C'est paradoxal, mais... Et je me retrouvais dans un paysage, et face à un paysage absolument magnifique, extraordinaire. Il y avait une ligne d'horizon tout au fond. Autour de cette ligne d'horizon, il y avait des couleurs qui se mélangeaient. Certaines étaient habituelles d'un point de vue terrestre, d'autres étaient tout à fait inhabituelles, pas vraiment connues sur Terre, une espèce de mélange de couleurs comme ça. Bon. C'était magnifique, absolument magnifique. Il y avait une espèce de soleil, de lumière qui perçait à travers. Il y avait quelques comme des nuages, pas vraiment des nuages, mais un peu comme des nuages, une lumière qui perçait à travers. C'était absolument splendide. Et entre cette ligne d'horizon et moi, il y avait une pluie de gouttes d'or. Enfin, en tout cas, ça ressemblait à des gouttes d'or liquides qui passaient devant moi au ralenti, en diagonale, comme ça. Et donc, il y avait une dimension de perspective, puisque je voyais tout au loin, les gouttes étaient toutes petites, infimes, et plus ça se rapprochait, plus les gouttes étaient grosses. Et je me souviens avoir vu passer devant moi une grosse goutte, à peu près de la taille d'un gros melon, comme ça, devant moi. Voilà. Alors, je me sentais extrêmement bien.
Mais ça n'était rien par rapport à ce qui allait arriver, parce qu'à un moment donné, je perçois quelque chose qui arrive très très vite vers moi depuis un point qui est situé très 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 loin. Et ça arrive à toute vitesse. Presque ça me fait un peu peur. Et subitement, ça s'arrête et je ne vois pas, je n'ai pas vu pendant cette expérience ce qui s'est arrêté. Je n'ai pas vu l'entité en question, la forme. Par contre, j'ai vu, et c'était dans mon champ de vision, dans mon coin supérieur droit, j'ai vu le rayonnement, une sorte de rayonnement blanc, bleu clair, avec une légère teinte dorée, splendide, qui était là et qui irradiait comme ça, et à ce moment-là, alors j'appelle ça la présence, parce que je n'ai pas de nom à lui donner, puisque je n'ai rien vu. Oui. Je tiens à préciser ça, c'est important, parce que bien qu'on était en contexte catholique, je n'ai pas vu quelque chose qui pouvait s'identifier au contexte en question. J'ai pas vu Jésus, j'ai pas vu la Vierge Marie, j'ai pas vu, je sais pas, Saint François d'Assise ou l'archange Gabriel, rien du tout. C'était, pour moi, par contre, c'était une présence très forte et un rayonnement. Donc j'appelle ça la présence. Bon. Et à ce moment-là, j'ai été comme enveloppé, gagné par le rayonnement de la présence. Je me suis retrouvé comme bercé, comme ça, très lentement également, comme bercé. Si j'avais eu encore des yeux physiques, j'aurais pu dire que j'ai fermé les yeux, mais j'en avais plus, mais j'ai quand même eu la sensation de fermer les yeux. Et donc je me suis retrouvé comme ça, j'ai lâché prise complètement, j'ai même oublié le paysage, et je me suis retrouvé comme ça, bercé, ballotté très lentement, avec une sensation d'amour inconditionnel, universel, maternel, paternel, divin, absolument incroyable. La paix, la sérénité intérieure totale. J'avais même plus conscience de quoi que ce soit. J'étais juste bercé là-dedans. C'était, j'ai même pas de mots pour dire ça. Tu vois, 40 ans plus tard, ça m'émeut encore, tu vois. Tellement c'était fort. Et puis, à ce moment-là, baf, back into the body. Je me suis retrouvé à nouveau dans mon corps, en un millième de seconde. Et le retour a été plutôt brutal, parce que le contraste a été énorme. J'étais au top du summum de l'expérience spirituelle, mystique, tout ce qu'on veut, et d'un coup, je me retrouve là, dans la salle paroissiale. J'ai repris mes esprits. On m'a raconté que j'avais énormément pleuré. Moi, je n'avais plus conscience de mon corps. Oui. Je ne savais pas, mais on m'a raconté que j'avais énormément pleuré, mais vraiment de manière très, très prononcée, comme des rivières de larmes. Okay. J'ai demandé combien de temps ça avait duré, parce que moi, j'avais l'impression que ça avait duré environ 30 minutes, 1 heure. On m'a dit que ça avait duré 3 minutes. Donc, j'ai dit 3 minutes, mais c'est pas possible. Et alors, mes parents qui étaient à côté ont vécu une expérience spirituelle également, mais pas aussi forte que moi. Mais ils ont quand même vécu des choses, ils ont eu des sensations, ils ont vécu un moment d'imprégnation spirituelle fort. Et donc on a quitté les lieux. Bon, le prêtre nous a lu un passage de la Bible, on a quitté les lieux, on s'est retrouvés dans la voiture tous les trois, extrêmement silencieux, en se demandant ce qui avait bien pu nous arriver.
On avait complètement oublié l'usine et tous les problèmes. Oui, oui, c'est ça. Beaucoup plus fort que ça, quoi. C'était inattendu. D'ailleurs, ça n'a pas solutionné les problèmes de mon père, qui a fini par déposer le bilan peu de temps après. Donc, comme quoi. Okay. Tu vois, mais par contre, ça nous a changé. Ça nous a profondément changé. Et notamment, moi, par exemple, pendant ce moment où je me suis retrouvé dans la voiture, silencieux, en train d'essayer de commencer à réaliser, j'ai eu la conscience de deux choses très nettes qui étaient nouvelles pour moi et qui étaient. C'est comme si ça s'était formé dans ma conscience de manière très nette. Il y avait ce moment vient de changer ta vie pour toujours. Il y aura un avant et un après. Et à partir de maintenant, c'est la grande aventure spirituelle. Et deux, je n'ai plus aucune peur de la mort. Mais zéro. C'est-à-dire, depuis lors, pour moi, le concept de la mort, comment dire, c'est devenu, c'est presque comme si ça n'existait pas en fait. C'est-à-dire, pour moi, ce ne sera rien, ce sera super même. C'est-à-dire, je vais retourner vers cet endroit extraordinaire et donc c'est yes, super. Je suis pas trop inquiet, mais des fois, je me triture un peu plus les méninges pour ce qui va précéder la mort. La phase de fin de vie qui est parfois un peu compliquée, voilà. Mais bon, tant pis, là aussi je lâche prise, arrivera ce qui arrivera, on verra, c'est pas grave. Mais ce passage de la mort, pour moi, c'est d'ores et déjà une porte de lumière, c'est d'ores et déjà super, quoi. Voilà, et donc ça explique la raison pour laquelle j'ai voulu me lancer dans des études de théologie et de philosophie parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vécu? Parce que justement, il n'y avait aucune caractéristique religieuse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de caractéristique catholique ou chrétienne, il n'y avait pas non plus de caractéristique autre. Je n'ai pas non plus vu Bouddha ou je sais pas quoi, moi, une divinité ésotérique ou le grand serpent cosmique. Je n'ai rien vu de tout ça. J'ai vu quelque chose de très, moi je le qualifie d'universel. Tout à fait. Moi je pense que c'est bien qualifié. D'où le lien direct, alors ça a pris beaucoup de temps après, mais d'où le lien direct avec la notion d'intelligence spirituelle, puisque la notion d'intelligence spirituelle, c'est une notion qui dit, ok, il est possible de vivre une vie spirituelle en dehors des limitations religieuses, mais quand même de façon un peu structurée et structurante, c'est-à-dire avec des points de repère, des principes guidants, des expériences fondatrices, des textes fondateurs, voilà, des grandes figures fondatrices universelles, mais c'est totalement orienté vers l'universalité de la spiritualité. Donc, on part par exemple, dans les stages de formation dans l'intelligence spirituelle, on passe pas mal de temps à étudier ce qu'il y a de commun, ce qu'il y a de transverse à l'ensemble des traditions spirituelles du monde, de l'humanité, que ce soit des traditions spirituelles religieuses ou non religieuses, parce que par exemple, il y a des traditions spirituelles pourtant très, très fortes, très anciennes, comme le chamanisme, qui ne sont pas des traditions religieuses. Le chamanisme, ce n'est pas du tout structuré comme une religion. Ou il y a aussi des traditions spirituelles à caractère ésotérique, qui sont très intéressantes, parfois très anciennes, très documentées aussi, mais qui ne sont pas non plus religieuses. On passe en revue, on visite, on explore, et tout ça, et j'essaie d'en dégager et d'en livrer un certain nombre de principes communs. C'est pour ça que dans un des ateliers, on va passer du temps sur les grands symboles spirituels universels, parce que eux sont vraiment au cœur. Ils sont d'une certaine façon, ils sont peut-être même le langage spirituel le plus universel, puisque c'est visuel, c'est graphique, donc il n'y a pas la contrainte de la langue ou de la traduction. C'est très universel. Et donc, ça vaut la peine. Et puis, il y a des symboles qu'on retrouve dans plein de traditions différentes, avec des variations, bien entendu. Mais voilà.
un Merci. petit peu ce que je peux dire C'est de façon génial. très succincte, parce que je pourrais en raconter, j'ai plein d'anecdotes, parce que du Et coup, ah oui, oui. autre chose, pour finir, c'est que effectivement, il y a eu un avant et un après, notamment cette expérience qui est à la fois une expérience de décorporation et une expérience mystique directe. Mhm. Euh, c'est comme si elle avait ouvert oui, une porte ou une dimension dans ma vie. Mhm. C'est-à-dire qu'après ça, j'ai eu régulièrement des expériences spirituelles Ah. extrêmement diverses et variées. Je Mhm. crois que j'ai fait l'ensemble du catalogue. Rêve prémonitoire, transe spirituelle, vision, clairaudience, clairvoyance, synchronicité, enfin j'en passe et des meilleurs, je vous dis, vous pouvez faire toute la liste. Je pense qu'un jour j'écrirai un bouquin en racontant toutes les catégories que j'ai pu cocher, parce que ça forme une espèce d'arc-en-ciel absolument incroyable. Mhm. Et ça aussi, je crois que ça se retrouve dans la notion d'intelligence spirituelle, parce que souvent, il y a les experts spirituels, ils ont un domaine particulier dans lequel ils sont experts, ils sont spécialisés ceci, cela, Bien sûr, ouais. méditation, résonance quantique, chant Le sacré, que chaman. sais-je. Bon. Moi, non, moi, ma spécialité, c'est d'être généraliste de la spiritualité, mais d'une façon précise, structurée et aidante. Voilà. D'accord. Avec du vécu, c'est-à-dire de l'expérience, parce que du coup, depuis, je me suis mis en mouvement aussi, c'est-à-dire que je suis allé à la rencontre des traditions spirituelles, pas que dans les bouquins, pas que dans les études de philosophie et de théologie, mais sur le terrain. Donc, je suis allé rencontrer aux quatre coins de la planète les représentants, les praticiens du chamanisme, du New Age, du Zen, de ceci, de cela. Voilà. Et ça a été merveilleux parce que j'ai pu faire cette exploration en bénéficiant déjà de cette expérience fondatrice qui était déjà très, très porteuse, très éclairante. Ce n'était pas une quête comme une recherche, c'était plus une exploration pour aller continuer de nourrir et d'engranger, pour ouvrir les horizons de façon le plus large possible. Et j'ai fait de très belles rencontres et de très belles expériences. Et puis c'était très complémentaire à l'exploration des livres, par exemple. Je disais tout à l'heure que j'ai beaucoup lu, mais j'ai pas fait que ça, évidemment. Et donc voilà, ça aussi, ce sont des dimensions qu'on retrouve dans la notion d'intelligence spirituelle, c'est d'équilibrer l'expérientiel, le livresque, le témoignage, des livres repères, des rencontres, c'est-à-dire par exemple parler avec des gens, aller à leur rencontre d'eux, assister à des conférences, avoir des conversations en tête à tête, des pratiques, des exercices intellectuels, théologiques, philosophiques, c'est important. Il y a des pépites en théologie ou en métaphysique, par exemple, qui sont très aidantes pour le développement spirituel, pour le parcours spirituel. Et voilà. Et tout ça est très complémentaire et forme une espèce de brochette qu'il faut essayer de tenir pour avancer au mieux, quoi, de façon complète et équilibrée. Génial, génial. J'ai 1 milliard de questions. Je n'ai pas voulu te couper, c'est pour ça non, que je voulais t'inviter parce que justement ce parcours, je vous l'ai dit, est vraiment riche, inspirant et tu ne sais pas à quel point, Pierre, parce qu'il y a tellement de points que j'aimerais relever. Je vais vraiment aller quand même à l'essentiel parce qu'il y a beaucoup de choses. On fera peut-être une deuxième conférence, on rentrera peut-être plus encore sur l'aspect de ton expérience, on pourrait l'appeler expérience, pas de mort imminente ou d'expérience des sorties de corps, on ne sait pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, cette expérience a été quand même quelque chose de très puissant et qui a fait une vraie bascule, tu l'as dit tout à l'heure aussi dans ta vie. La question est de voir, en repartant de là, par exemple, comment, au bout du compte, cette expérience-là, elle t'a nourri intérieurement, mais tu as quand même, dans la matérialité, tu t'es quand même orienté ensuite sur le marketing, sur des choses très matérielles de la vie, alors que ça t'imbibait, alors que cette expérience d'amour inconditionnel était présente en toi. Tu l'as dit après, avec des étapes où il y a d'autres choses qui se sont passées.
comment tu t'es pas saisi tout de suite de ça, en fait, en te disant: «Je vais quand même aller faire mes études de marketing et travailler avec les grandes boîtes», quand on vit un truc pareil? Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a la force d'inertie. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose, il est quand même rare de pouvoir quitter de façon brutale, en tranchant net d'un coup, et en faisant un angle comme ça. C'est souvent dans la vie, ça demande des virages, des évolutions. On peut même tester les choses aussi. D'ailleurs, c'est souhaitable souvent. Parce que si on teste, on donne la possibilité qu'il y ait des confirmations qui viennent. Bon. Donc voilà, j'avais commencé un parcours dans le business. J'ai déjà changé de format, c'est-à-dire que je suis déjà passé des grosses corporates à des entreprises à taille plus humaine dans des secteurs culturels et spirituels. Déjà, ça, c'était un changement important, pas simple. Mais après, c'est vrai que... Alors, je me suis posé évidemment la question, par exemple, quand j'ai démarré mes études de théologie en 97, ma première année d'études de théologie aux facultés jésuites de Bruxelles, je me suis posé la question, est-ce que je vais devenir prêtre ou moine ou jésuite? Je me suis évidemment posé la question. Ça a duré quelques mois, ça a été tout un processus également de discernement, et au terme de ce processus de discernement, et une fois de plus, grâce à des rencontres, des échanges, des trucs, des machins, des lectures au bon moment, etc., j'ai dit, la réponse est non. Voilà, c'est pas pour moi. Bon, très intéressant, il y a des tas de choses très intéressantes chez vous, super. Je continuerai d'explorer, d'aller voir, mais moi, m'engager radicalement à 100% pour le restant de mes jours là-dedans, non. Après, il y a eu cette histoire, comme je le disais tout à l'heure, toujours pendant cette première année d'études de théologie, j'ai découvert ce modèle de formation dans les écoles rabbiniques juives libérales en Israël. Et j'ai trouvé que le modèle était vraiment très intéressant. C'est-à-dire, je voyais comme ça reposait sur deux jambes, quoi. La jambe de l'intellect et du spirituel, et puis la jambe du matériel et du concret et des responsabilités, quoi. Voilà. Et je me suis dit que ça, c'était vraiment très important. Et en fait, je l'ai mis en place après, puisque j'ai fait mes études à mi-temps, tout en bossant à mi-temps, et j'y ai trouvé un vrai équilibre qui m'a beaucoup nourri, et quand une jambe était plus faible, l'autre était plus forte, et ainsi de suite. Ce qui fait que je ne suis jamais tombé. Parfois, j'ai vécu des moments difficiles, des déséquilibres, mais je ne suis jamais tombé parce qu'il y avait toujours une jambe qui était plus forte que l'autre et qui me permettait de continuer à avancer et à tenir debout. C'est vraiment un équilibre très précieux, et donc j'ai tenu à le garder en me disant, OK. Et puis, je vivais des choses intéressantes dans les deux dimensions. C'est-à-dire, je vivais des choses très intéressantes dans le domaine intellectuel et dans le domaine spirituel, des vraies expériences, des vraies explorations, des vraies rencontres, des vraies découvertes. Et puis, pareil, dans le domaine professionnel. Et franchement, c'est pas plus dur dans le domaine professionnel que dans l'autre, ou inversement, les difficultés sont d'ailleurs assez différentes, mais il y a des difficultés dans tous les domaines. Bon. Donc, il y avait ça. Et puis, de même, il faut quand même que je raconte aussi un petit peu ça. Je suis rentré en école de commerce à Paris, alors que je sortais d'une prépa Sciences Po, et donc que je me dirigeais plutôt vers des études politiques, parce que j'ai fait un rêve prémonitoire 3 nuits de suite, au moment où, en fin de prépa Sciences Po, ayant compris que les études politiques, ça ne serait pas pour moi, j'avais commencé à demander de la documentation auprès de toutes les écoles de commerce de Paris. C'était l'époque où il n'y avait pas encore Internet. Et donc, on recevait des documentations, des plaquettes papier par voie postale, n'est-ce pas? Tout à fait. Je vois très bien. On allait chercher son courrier, on dégainait et hop, on sortait la plaquette. Voilà.
Ça a l'air d'être pas l'histoire, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Hein. Ça existe encore, Pierre, hein, voilà. Ça existe encore. Et donc, j'ai fait un rêve 3 nuits de suite, et c'était une image fixe qui était une statue de la liberté blanche sur une ligne d'horizon bleu clair, sur un fond bleu marine foncé. Okay. C'était un drôle de rêve parce que c'était une image fixe. Donc déjà, ça arrive pas souvent. La plupart des rêves sont animés, même s'ils n'ont aucun sens, même s'ils sont absurdes. En tout cas, ils sont animés normalement. Là, une image fixe. 3 nuits de suite. Le lendemain du 3e rêve, je me suis réveillé en disant enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi. Puis c'était extrêmement fort. Je me réveillais le matin avec l'image imprimée en tête. C'était waouh. Je me disais bon, ok, je ne sais pas quoi faire de ça. Il faut que je parte aux États-Unis. Bon. Et j'ai ouvert un jour un matin un truc et j'ai sorti une plaquette et la couve de la plaquette, c'était exactement l'image de mon rêve et c'était l'école, l'ISG, l'Institut supérieur de gestion, dont c'est le logo. Partant de là, je me suis dit ah ok, donc là on m'a parlé très clairement et donc c'est là que je dois aller. Et donc d'ailleurs, j'ai également pris une décision assez radicale à l'issue de ça, c'est que je n'ai présenté aucun autre concours et je n'ai fait aucune démarche pour aller nulle part ailleurs, ni j'ai cherché à rentrer à l'université, ni je suis cherché à rentrer dans n'importe quelle autre école. J'ai passé les examens d'entrée pour rentrer à l'ISG, point barre. Et mes parents étaient fous, ils me disaient, mais t'es dingue, si jamais tu te plantes, qu'est-ce que tu vas faire après? Je dis, mais je ne vais pas me planter. Vous n'avez pas bien pris la mesure de ce qui s'est passé. C'est ça, bon. C'est ça justement. Mais c'était une réaction normale hein, de leur part. Oui, tout à fait. Mais c'est marrant parce que ça reste, oui, puis c'est les parents qui s'inquiètent aussi pour leurs enfants, forcément. Mais justement, par rapport à tes parents, qui ont vécu aussi une expérience assez particulière lors de ce moment avec ce prêtre, est-ce que vous en avez discuté? Est-ce que toi, ce que tu as ressenti, c'est quelque chose qui t'a vraiment animé toutes ces années? Parce que c'est arrivé à 15 ans. Ensuite, entre 15 ans et Sciences Po, il y a quand même des espaces. Comment tes parents ont vécu le truc? Est-ce qu'à un moment donné, tu pouvais très bien leur dire, bah, écoutez, j'ai fait ce rêve-là, pour moi, c'est une vraie réponse? Oui, mais en fait, il y a toujours eu, et il y a toujours d'ailleurs une sorte de décalage entre ce qu'ont vécu et pendant l'expérience, ce qu'ont vécu mes parents et ce que j'ai vécu, il y avait un décalage. Et en fait, par après, bien qu'on ait évidemment beaucoup parlé et partagé autour de tout ça ensemble pendant de nombreuses années, et de très très belles façons hein, d'ailleurs, hein, avec une très belle communion familiale, je dirais. Pas idéal, hein, ça n'empêchait pas des disputes et des trucs normaux d'arriver, mais enfin, il y avait cette espèce de ciment spirituel qui nous rapprochait tout le temps. Bon. Et on a beaucoup partagé là-dessus, mais il y avait toujours aussi ce décalage. Après, encore aujourd'hui, il y a ce décalage. Mes parents, là, je sais pas si, je crois qu'ils doivent être dans l'assistance, s'ils m'écoutent. Comment ils s'appellent? S'ils m'écoutent, je crois que mon père s'est logué. S'ils m'écoutent, ils savent très bien que entre ce que je viens d'expliquer sur l'intelligence spirituelle dans sa dimension très universelle, etc., et ce que eux vivent, ils sont restés attachés à la dimension chrétienne, œcuménique, mais chrétienne, il y a un écart. Alors, ça fait rien, hein, on continue, on a des terrains communs où on se retrouve. Et puis, il y a des terrains sur lesquels, moi, j'avance, je trace ma route, je fais mes expériences et ils ne comprennent pas très bien ce que je suis en train de faire. Donc, mais ça fait rien, c'est OK, tout est calé, chacun à sa place, tout est juste. Voilà. Comme on m'avait invité à faire école de commerce, et que donc je suis parti, et effectivement, cette école de commerce, à l'époque, c'était une des rares qui proposait d'aller faire 6 mois à New York. Donc, je me suis effectivement retrouvé à New York, mais pas comme je l'avais imaginé. Donc, j'ai fait des études de commerce. Et donc, après, j'ai fait un parcours professionnel classique. Parce qu'on sort d'école de commerce, on est jeune, même si on a vécu une méga expérience spirituelle, on ne se dit pas « Ah bah ouais, tiens, je vais faire de cette expérience spirituelle une activité professionnelle. » Ça paraît compliqué. En plus, je replace, hein, on est en 92 quand je sors d'école de commerce. Les choses ont quand même beaucoup progressé depuis. Hein. Ça s'est beaucoup ouvert. Toutes ces questions de spiritualité, de sens, de conscience, les choses ont quand même beaucoup progressé. Et à l'époque, il y avait les religions traditionnelles.
c'est pour ça que, par exemple, voilà, je me suis posé des questions, j'ai fait des études de théologie, etc. Et puis voilà, il y avait un peu de manière très très marginale des milieux spirituels un peu ésotériques, etc. Mais bon, moi c'était pas mon univers, donc je n'allais pas par là de toute manière. Je suis allé après, bien plus tard. Et donc je me suis pas posé 36 questions. Je me suis dit ok, on m'a parlé, on m'a amené à faire école de commerce, boulot, carrière professionnelle, et j'enchaîne. Et je portais en moi mon expérience spirituelle et ma spiritualité vivante de manière assez difficile. Il faut bien le dire, c'est vrai. Bah oui. C'est-à-dire qu'il y avait souvent, je ne vais pas dire conflit, mais il y avait en tout cas des tensions ou des contradictions, des oppositions, c'était pas toujours très compatible. Évidemment, ça m'a amené au cours de mon parcours professionnel à faire des choix qui étaient en accord avec mes convictions intérieures. Donc, je n'ai jamais mis le doigt dans quelques magouilles que ce soit, malgré les quelques invitations ou possibilités qu'il y a eu. D'ailleurs, je pense que ça m'a amené à être un peu trop carré et du coup, ça m'a valu quelques déboires. Mais bon, j'ai aussi un peu appris à arrondir les angles après parce qu'il ne faut pas être trop carré non plus. Pas être trop rond, mais il ne faut pas être trop carré. J'y vois plus du positionnement. Moi, j'y vois plus du positionnement, tu vois, Pierre. Dans un sens où tu te positionnes. Oui, être rond, ok, mais c'est aussi dire voilà, ma place est là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Vous pensez comme si, vous pensez comme ça, la mienne est là. Tu vois, mais moi, je vois plus oui, posture, positionnement, c'est ça. mais c'est pas facile à tenir. Je suis d'accord. Non, c'est pas facile à tenir. Il y a eu bien des fois où je disais, mais voilà, je vivais des trucs la journée et puis d'autres trucs le soir ou le week-end et je me disais, waouh, comment tenir ensemble tout ça? Ça n'a pas toujours été évident. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, il y a eu des évolutions, des virages et des étapes qui font que petit à petit, j'ai réussi, bon, aussi avec l'aide de l'univers, avec l'aide de l'esprit, à ce que tout ça converge et finisse par s'harmoniser. Mais ça m'a demandé tout un parcours, hein, avec des étapes. Hein. Ça s'est pas fait tout seul. Hein. Et c'est ça qui est super inspirant. C'est pour ça aussi que je te remercie de ce partage parce que de tout ça, tout ce dont tu parles, pour moi, j'y vois une cohérence. C'est-à-dire que tu cales. Tout à l'heure, tu disais, tu sais, le moment où tout se cristallise, où tout s'emboîte. Et en fait, à un moment donné, tu trouves une cohérence dans tout ce qui fait ton expérience, où tu arrives à trouver comme un équilibre et qui te permet après, je ne sais pas si certains parlent de la loi de l'attraction, d'autres de l'énergie, de la matérialisation, où à ce moment-là, bah, tu matérialises ce que tu as envie, quoi. Parce qu'il y a comme un truc qui est aligné et qui fait que, boum, tu peux faire. Et ça, c'est très inspirant parce qu'on a des personnes ici qui nous écoutent, des personnes qui ont très certainement vécu des choses, des expériences toutes particulières, toutes aussi diverses qu'elles puissent être, mais également des personnes qui ont envie peut-être de passer un cap. Et aujourd'hui, toi, tu témoignes de tous ces moments où tu te retrouves du jour au lendemain, boum, avec plus rien, avec cette histoire de fond qui ne peut plus être utilisée, le moment où le Covid arrive, il y a des moments vraiment très forts. Et comment tu te relèves de ça? Ça, c'est hyper important et c'est hyper inspirant. Parce qu'aujourd'hui, on vit ça. Aujourd'hui, on s'écoute, on essaie de s'écouter de plus en plus, on vit des choses. Effectivement, le spirituel s'imbibe de plus en plus, les énergies, toutes ces choses. Les gens s'intéressent à tout ce qui touche au spirituel. Et la deuxième chose très importante que tu apportes, et pour moi est prépondérante, c'est ce côté universel qui rassemble les gens. Tu vois, on parlait encore de cohérence. Enfin, et on a des messages. Qui rassemble, qui essaye, qui propose, parce que qui propose un rassemblement. Les résistances sont parfois fortes. C'est essentiel. Hein. Les résistances sont fortes, c'est normal. Je pense que c'est important que ces résistances existent parce qu'elles donnent encore plus de poids à ce que tu peux, toi, apporter. Et on te remercie. On a aussi des messages, on va les mettre également à l'honneur tout à l'heure. Mais c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, on puisse parler un peu le même langage. Au lieu d'aller voir les différences, qui sont aussi très intéressantes, certes, mais aller voir aussi qu'est-ce qui est ce socle commun, ce tronc commun, si on peut parler un peu de manière un peu spécifique.
Et ça, c'est important, parce que c'est ce qui rassemble, c'est ce qui permet d'être clair. Le langage, c'est Cécile qui disait, au moins, ça diffère du langage flou. Et donc là, on sait où on va. Donc, je sais aussi que à ce titre-là, tu voulais proposer 3 ateliers, 3 éléments qui vont nous permettre, 3 épisodes d'expérience, hein, tu parles souvent d'expérientiel, qui vont nous permettre d'aller nous visiter à tes côtés dans tout ça. Et, alors, tu nous as parlé du premier atelier. J'aimerais bien que, si tu veux bien, nous parler de ce deuxième atelier, Pierre. Même s'il y a d'autres questions, je sais que le temps file. Alors, on fera peut-être une deuxième conférence, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup de questions. Je les ai en tête, je les noterai à la fin de la conférence pour voilà. Mais qu'on rentre aussi dans l'expérience aussi, si tu veux bien. Alors, le second, alors le premier atelier, j'en ai parlé, c'est sur les symboles spirituels universels. Le troisième, c'est sur le discernement spirituel. Le second, c'est sur la psychospiritualité ou l'approche psychospirituelle. C'est quelque chose qui est assez récent pour moi, même si j'ai fait des études d'initiation en psycho ou en sciences humaines pendant mes études de philo-théo. C'est assez récent pour moi. Ça vient du fait qu'une psychothérapeute a participé à mon premier stage dans l'intelligence spirituelle, donc en 2020. Elle s'appelle Juliette Allais, je la nomme parce qu'elle sera guest pendant cet atelier numéro 2. Et Juliette, elle est super. Elle a écrit je ne sais pas combien de bouquins sur la psycho. Elle est jungienne, gestaltiste, transgénérationnelle et astrologue par-dessus le marché. Donc, elle est vraiment assez sensationnelle. Et pendant le stage, on a beaucoup échangé. Elle a découvert la dimension spirituelle que je portais. Et moi, j'ai découvert la dimension psycho qu'elle portait. Et qu'elle portait très bien. Et en fait, on a trouvé des résonances et des complémentarités. Et ça, vraiment, ça nous a vraiment sauté au visage de manière extrêmement positive pendant le stage. Et on est sorti du stage en se disant, mais attends, il va falloir qu'on travaille ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour manifester cette complémentarité et dire aux gens que c'est très important. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire que toute bonne vie spirituelle et tout bon parcours en développement spirituel s'enracine nécessairement dans un parcours en psycho. J'ai vu trop de gens partir comme ça, comme des fusées, plein de motivation, etc., en spi, en négligeant, en mettant de côté, en oubliant la dimension psy, et c'est mauvais parce qu'il manque quelque chose. La dimension psy, elle s'adresse également à notre vie intérieure d'une autre façon. On est structuré intérieurement, on a une vie intérieure, on a un esprit, on a une âme, on a notre caractère, on a notre personnalité, on a des émotions, on a des intuitions. Tout ça forme un ensemble assez complexe. Et dans cet ensemble assez complexe, la dimension spi s'imbrique avec la dimension psy de manière très complémentaire. Et on y trouve un équilibre vraiment super bénéfique, en fait. Voilà. Et de même que tout bon parcours spi s'enracine, s'accompagne d'un parcours en psy, un minimum de conscience, un minimum de pratique, un minimum de travail sur soi. De même, Juliette serait là, elle le dira pendant l'atelier numéro 2, elle dirait, la dimension spi, c'est vraiment le prolongement idéal de tout le travail en psycho. C'est-à-dire, le travail en psycho, il est très important, mais d'une certaine façon, il reste limité, et il doit s'ouvrir à la dimension spi, à la dimension cosmique, pour trouver son prolongement et sa complémentarité ultime. Ça, c'est intéressant. Ah bah oui. Ce n'est pas le même point de vue c'est pas le point de vue de beaucoup de psychologues. Non, je sais, bah oui, on sait. Surtout en France. Au Québec, probablement moins, les choses sont plus perméables, plus ouvertes. D'ailleurs, dans la plupart des pays de la francophonie, que je connais bien, Québec, Canada francophone, Belgique francophone, Suisse francophone, les choses sont beaucoup plus ouvertes. En France,
c'est plus cloisonné, les choses fonctionnent beaucoup en silo, il faut faire beaucoup d'efforts pour décloisonner les choses. Et donc, justement, cet atelier, c'est une façon de dire, nous, on a travaillé sur le décloisonnement entre psy et spi, on a des trucs à dire, et on va démarrer en novembre un mini parcours en psychospiritualité qu'on appelle les chemins du vivant, qu'on va déployer en présentiel à Paris. Désolé, en présentiel à Paris, mais on fera aussi plus tard, on va faire une première expérience. On va faire ça au Forum 104 à Paris et puis à un autre tiers-lieu qui s'appelle le Quai des Possibles à Saint-Germain-en-Laye. On fera une première expérience et à partir de là, on tirera des leçons et on fera probablement des activités en visio. Mais ceci dit, la première activité en visio, c'est celle-là, c'est l'atelier avec Juliette. Sur l'approche psycho-spirituelle. Une alliance au service de nos chemins de vie. C'est ça. Génial, génial. Et alors, il y aura donc sur ce troisième atelier une approche encore différente. C'est transformer nos choix et décisions par le discernement. Tu en parlais tout à l'heure. C'est quelque chose qui est très important, qui a bien jalonné ta vie et qui t'a fait faire des choix nécessaires pour être la personne que tu es aujourd'hui. Donc, j'imagine que c'est presque l'atelier peut-être presque le plus important. Je ne sais pas. Je sais pas. Oui, on ne sait pas trop. Oui, j'en ai déjà dit un peu en racontant mon parcours, parce qu'on a bien, je pense qu'on a bien vu qu'à certains moments critiques, j'ai dit, là, je suis rentré dans un processus de discernement spirituel et j'en suis sorti en décidant ceci ou cela. Et généralement, ça prend un peu de temps. C'est-à-dire que le discernement spirituel, c'est pas un truc pour les impatients. Je sais qu'il y a beaucoup d'impatience dans le monde actuel. Tout va vite. On a l'immédiateté, on clique, on a. Donc, le discernement spirituel, c'est l'inverse de ça. Je suis l'auteur de 2 livres sur le slow. J'ai écrit Slow Business et Slow Power. J'aurais pu proposer un atelier d'ailleurs sur ce qui se passe au croisement de l'intelligence spirituelle et de l'intelligence temporelle, parce qu'il y a un vrai sujet, ça. Rapport au temps d'un point de vue spirituel. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être réactif, qu'il ne faut pas être rapide. Dans certaines situations, il faut l'être. Je le suis quand c'est nécessaire, voilà. Mais je ne le suis pas de manière constante. Ça n'a pas de sens. On finit par brûler la chandelle par les deux bouts et on finit par perdre de vue la possibilité de se donner le temps d'y voir plus clair, de descendre en soi, d'accueillir, de recevoir des signes. Si on est tout le temps occupé, la tête dans le guidon, etc., les signes peuvent venir, on ne les verra pas. Hein. Tout à fait. Bon, donc, se poser, entrer dans le discernement spirituel, ce n'est pas une méthode, c'est une démarche. Un processus. Oui. C'est ça. Donc on expliquera ça pendant l'atelier, je donnerai des cas concrets, on parlera des cas concrets des personnes qui participeront et on décryptera tout ça. Génial, génial. Les amis, vous avez le lien, merci Pierre, vous avez le lien pour vous connecter aux ateliers, pour vous les procurer. Sachez que ces ateliers seront donc enregistrés, donc même si vous ne pouvez pas y être en live, vous pourrez avoir accès par la suite et de tout temps. Donc, une fois que vous avez cet atelier sur le discernement, vous allez pouvoir le voir et le revoir. Et bien évidemment, si vous avez envie de vous mettre en lien avec Pierre, on vous fera le lien tout naturellement aussi. Donc, ces 3 ateliers se feront à des dates bien particulières. Je voudrais juste les afficher, j'ai du mal, les afficher sur l'écran. Tu vas me dire si tu vois la page. Alors, attends. Pour l'instant, je ne vois rien. Oui, c'est normal. Je n'ai pas encore validé le partage. C'est vrai, ça ne serait tardé. Voilà, nous y sommes. Voilà. Donc, normalement, devrait afficher la page que je vous ai communiquée dans le chat. Vous arrivez là. Et à partir de là, vous allez pouvoir donc revisionner cette vidéo. Oh, attends, reviens en arrière. Remontre-moi cette image-là. Ouais. Oh, mais qu'est-ce que c'est bien, ça. Mais je te jure, ça fait 3 ans que je cherche une image qui soit susceptible de représenter l'intelligence spirituelle et tu viens de me la donner, Sana. Merci, c'est super. Il y a tout là. Ah non, mais c'est génial. Bravo. Tu me feras le nécessaire pour m'envoyer les coordonnées de l'image que je puisse l'utiliser, que je puisse la récupérer. Avec grand
Avec grand plaisir, Pierre, avec grand plaisir. Merci pour ton retour. Alors, je te disais, en effet, donc après cette image, vous allez pouvoir aussi avoir le replay de la conférence pour pouvoir la revoir autant de fois que vous voudrez. Et puis, à décortiquer aussi. Si vous avez des questions, vous pourrez nous écrire en bas dans les commentaires en replay et on pourra aussi y répondre. Notamment Pierre, j'imagine, qui sera le premier concerné. Une expertise, donc là, on parle un petit peu de ton vécu et puis aussi des ateliers. Donc les ateliers qui sont là, vous avez tous les bénéfices des ateliers et puis leur date. Donc en septembre, on commence tous ensemble, le 4, le 18 et puis le 3 à 19 h. Donc, il y aura une partie qui sera publique et puis ensuite, on basculera sur l'atelier pour que tout le monde puisse commencer. Voilà, vous c'est satisfait remboursé. Et puis voilà, vous avez donc les tarifs. Vous avez également la petite bio, enfin, je dis petite, je m'entends. Et vous pouvez donc cliquer sur les liens et vous pourrez vous procurer l'atelier. Donc, je précise ça parce qu'il y avait une question d'un auditeur qui posait la question pourquoi. Alors, attendez, je reviens parce qu'on a un petit décalage. J'essaie d'arrêter le partage. Voilà, super. La question 2. Voilà, pourquoi il y a 3 tarifs? Parce qu'en fait, il y a des modalités de paiement. Vous avez 3 modalités de paiement tout simplement pour pouvoir accéder à ces ateliers. On va prendre le temps de, si tu veux bien, pour tranquillement clore cette Vibra conférence, les messages qu'on a pu avoir lors de cette conférence. Cécile, alors, rien à voir, mais c'est juste pour rigoler un petit peu. C'est génial. Ouais, mais moi, ici, c'est pas la Bretagne, c'est la Charente-Maritime. Hein, je tiens à le préciser quand même. Je suis à La Rochelle. Je suis à La Rochelle. Voilà, comme ça, c'est clair. Tout le monde est c'est pas pareil. Voilà, et puis Marie-Thérèse qui nous saluait au début de cette conférence, une conférence pour nous ancrer dans la vraie réalité à découvrir et oser vivre, foi, courage et patience. Parmi les partages, et puis on avait un peu plus loin dans la conférence, Catherine qui nous dit, en effet, quand on vit une douche d'amour aussi intense, revenir dans cette réalité est parfois choquant. Cette douche d'amour me porte sur mon chemin un peu comme un habit d'amour. Voilà, magnifique. Alors, on reviendra. Je pense vraiment, Pierre, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut faire l'objet d'une conférence en elle-même, de ton expérience et de tes expériences, entre guillemets, je dirais, mystiques et autres. Pourquoi pas, bien sûr. Pour justement aussi faire le lien avec toutes ces personnes, parce que je te dis, toutes ces personnes qui nous écoutent, eh bien, vivent des choses un peu similaires aux tiennes, dans le sens où tous s'imbriquent, parfois ils travaillent la banque, ils travaillent, enfin, voilà, je veux dire, et à un moment donné, on se dit, mais ouais, comment on peut allier tout ça? Et puis on entend plein de choses, comment on peut trouver sa propre cohérence, comment on peut discerner, comment on peut, voilà, faire des liens. Et je pense vraiment que tu es cette personne utile pour la communauté qui nous écoute là et qui a envie d'avancer. Donc voilà, Cécile là, qui nous dit également, vous exprimez de manière, c'est ce que je te disais tout à l'heure, très claire, avec un langage très simple. Quand c'est flou, il y a un loup. Vous êtes en plus, la suite arrive juste après. Un exemple de ce qu'est la foi, avec vos sauts répétés dans le grand inconnu, et en acceptant activement à chaque fois ce qui vous arrive, magnifique, il y a encore une suite. Je suis heureuse d'entendre qu'au-delà de vos fortes expériences œcuméniques, vous êtes allé plus loin. Vous me donnez beaucoup de joie avec toutes ces couleurs indicibles. Un immense merci. C'est moi qui remercie. C'est vrai que ce qui se conçoit bien s'explique clairement. Oui, j'ai suffisamment baigné dans les milieux intellectuels où on coupe les cheveux en 4 avec des phrases longues comme ça pour avoir fui au loin de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il y a des choses. Oui, il faut parler le langage simple de tous les jours, même pour aborder des notions ou des expériences ou des questions complexes. Il y a tout à fait moyen. D'ailleurs, ça sera un des accents particuliers de la maison d'édition qu'on va lancer. Ce sera, on veut des textes, même si ça porte sur des choses assez complexes, on veut des textes clairs, accessibles, où on écrit comme on parle, dans la vie courante. Voilà. Ça, c'est très important. Voilà. On a trop cogité dans le monde occidental.
c'est bien de cogiter, il faut raisonner, la logique, l'intelligence, on en est doté, ça a son utilité, etc. Mais point trop n'en faut, et il faut savoir partir haut et redescendre dans la simplicité du quotidien. C'est Quoi. ça. C'est pour ça que je te parlais de cohérence. C'est pour ça que quand vraiment je t'entends parler, je te ressens parler, parce que aussi tu parlais de perception, sensation, on reviendra aussi là-dessus, parce que j'ai plein de questions encore, mais on les gardera pour une deuxième étape de conférence. Mais c'est cette cohérence qui t'anime en fait, parce que cette simplicité, tu l'as parce qu'effectivement, tu t'es baigné avec, dans ce milieu intellectuel, mais aussi parce que tu as vécu cette simplicité de l'amour universel qui, au bout du compte, il n'y avait pas un livre ouvert que tu lisais, il n'y avait pas le mot, la chose était simple, était vécue, était telle quelle, quoi. Et c'est tout. Tout à fait. Exactement. Ouais. Mm. Oui, c'est vrai que, dans le fond, oui, c'est marrant, j'avais jamais moi-même fait le lien de cette manière-là, mais dans le fond, c'est vrai que peut-être que je suis soucieux de simplicité depuis lors, parce que dans le fond, cette expérience, aussi forte soit-elle, elle est assez simple. On voit bien que voilà, il n'y a pas eu de grande configuration ou constellation ou hiéroglyphe. Non, c'était, voilà. Donc, effectivement, ouais. Et à ce titre, merci. Cécile qui nous remercie aussi. Merci beaucoup pour vos Ah, mais remerciements oui, que merci j'accueille Sana, c'était super, avec. c'est un vrai plaisir. C'est très fluide. Et puis ton sourire qui illumine l'écran, c'est vraiment super. Merci, j'accueille. Oui. Ok, et Cécile qui précisait, hein, qui tenait à préciser qu'elle est du Lot-et-Garonne. Bon, Manon ok. qui a hâte de la suite. La suite, ce sont les ateliers dans un premier temps. Venez vivre, parce que là, on a beaucoup parlé. Aussi, l'idée, c'est aussi de vivre la chose. Vous avez des expériences, vous avez des questions particulières, vous avez envie de faire du lien, vous avez envie de trouver une cohérence. Eh bien, les ateliers sont là aussi pour expérimenter ça. Tu disais qu'il y a aussi une invitée qui sera là pour le deuxième atelier. Vous allez étudier aussi les symboles, c'est vous poser des questions, vivre les choses ensemble. Je pense que c'est vraiment important de passer ces étapes-là. On peut, c'est quoi, c'est Sadhguru, je crois, qui disait c'est bien d'écouter, de lire, on ressort plein de choses dans la tête et c'est super, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et bien là, je vous invite vraiment à venir expérimenter clairement. Si vous avez envie de faire cette bascule, vous êtes en train de la vivre et c'est compliqué, vous allez avoir bien 3 temps avec Pierre pour pouvoir atteindre ce que vous avez besoin d'atteindre, dépasser ce que vous avez besoin de dépasser, et puis aligner ce que vous avez besoin d'aligner. Donc, c'est ça la suite, Manon. Je vous remets le lien d'ailleurs pour pouvoir vous inscrire et vous procurer les ateliers à tout moment. Vous pouvez vous les procurer, même si vous êtes en replay maintenant. Vous pouvez aussi vous les procurer. Et Cécile, on mettra le dernier message avant de clore, et je te laisserai le mot de la fin, cher Pierre, qui nous dit: le Christ parlait un langage simple pour être compris par tous, donc beaucoup d'analphabètes à l'époque, ça n'empêche pas d'élever l'esprit des gens. Au contraire, vous avez du travail sur planche. J'ai du pain sur la planche, oui, C'est pas sur la c'est planche sûr. Mais on a tous aussi. du pain sur la planche. Hein. Il y a une sorte de. On est sur la web TV du grand changement. Tout à fait. On est d'accord. Il faut se poser des questions. Ok, merci Thérèse Marie Thérèse également. Merci pour cet enrichissement ensemble. Et oui, vous faites partie de cet enrichissement aussi parce que vous êtes connectés en énergie avec nous et c'est ça qui fait aussi que cette conférence, elle peut être utile pour vous. Sachez-le. Donc, on vous remercie tous les deux. Je laisse le mot de la fin à Pierre. Je vous invite vivement à vous inscrire aux ateliers qui auront lieu en septembre. Et puis, vous aurez le temps aussi, on aura peut-être le temps de faire une autre conférence. On verra, on ne sait pas. On verra ça ensemble en fonction des agendas de chacun. Et puis de vos volontés, vos questions. Si vous avez aussi des questions particulières, je vous invite à les poser dans le chat en replay aussi, pour que Pierre puisse aussi y répondre. Pierre, je te laisse le mot de la fin. Ça vient de me traverser l'esprit à l'instant. Yes. Donc, j'avais pas du tout prévu, hein, mais j'ai un gros galet blanc, une grosse pierre blanche comme ça qui me sert Attends, je vais te mettre en. de serre-papier, comme ça. Voilà. Voilà. Alors, je vous propose ça comme objet de méditation spirituelle pour clore. Moi, j'y vois deux choses. J'y vois la couleur blanche qui symbolise l'esprit, la spiritualité, la dimension spirituelle, la lumière.
et j'y vois un galet. Je ne vais pas dire une pierre, parce que je m'appelle Pierre, on a l'impression que. Mais je ne parle pas de moi, hein. Je ne suis pas en train de parler de moi. Un galet. Donc de la roche, donc de la matérialité, et l'importance d'être aussi bien ancré dans la matière que connecté à la spiritualité. Voilà. Donc je vous propose un petit moment de silence face à ce galet blanc pour clore. Et on peut le recevoir comme un don, comme un cadeau de la vie, de la nature, de Dieu, de l'univers. Voilà. C'est aussi une manifestation de l'énergie, et c'est aussi une beauté simple, accessible à tous. Voilà. Merci. Merci. À tout bientôt. À tout bientôt. Sur les ateliers, à tout bientôt sur la chaîne. Merci à toi, Pierre. Merci Sana, merci à tout le monde. Merci. Oui.